Fawzi Ben Saïdi, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour. C'est un grand honneur pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Je suis une grande fan. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Alors, Merci. Fawzi, on va revenir brièvement sur votre parcours avant de parler de votre film. Donc, Fawzi, vous êtes né à Meknès en 1968. Donc, vous vivez aujourd'hui entre Paris et Casablanca. Donc, après des études d'art dramatique à Rabat, vous avez suivi une formation au Conservatoire supérieur d'art dramatique à Paris. Donc votre premier court-métrage qui s'appelle La Falaise, donc réalisé en 1997, a reçu 23 prix internationaux, il me semble. Oui, exactement. Ensuite, donc, en 1999, vous coécrivez le scénario d'André Téchiné, puis vous signez votre premier long-métrage donc, qui s'appelle 1000 mois. C'était en 2003. Et ensuite, donc en 2006, What a Wonderful World, en 2011, Mort à vendre, et puis dernièrement, Volubilis en 2017. Vous avez entre-temps joué dans plusieurs films aussi en tant qu'acteur, mais donc parlons d'abord de Volubilis, donc qui fait l'actualité en ce moment. L'histoire, je vous laisse la résumer ou je... Oui, comme vous voulez. C'est toujours difficile de résumer les films. En tout cas, ce que je fais sont souvent... il y a une histoire centrale, mais il y a plein de petites histoires qui viennent comme ça, s'enchevêtrer très autour. Et on pourrait dire que les histoires de deux amoureux magnifiques, de deux Roméo et Juliette des temps modernes, sauf que leur condition sociale est très précaire, donc elle est bonne... occasionnel dans les hautes villas de la ville, et lui il est vigile dans un centre commercial, et on voit dans le film comment cet amour va être presque disloqué, détruit de l'intérieur, pas de l'intérieur pardon, mais de l'extérieur, comment la condition sociale, la condition économique ne permet pas à un bel amour de s'épanouir, de s'éclore et à cette histoire de continuer. Alors le film a été sélectionné dans plusieurs festivals internationaux, mais aussi donc, dans le 19e Festival national du film donc de Tanger, où vous avez reçu plusieurs prix. Vous avez franchement été gâté. Ça vous fait quoi ? Ouais, c'est un grand plaisir pour deux raisons, parce que c'est vrai que le fait que le film reçoit un grand prix, le fait qu'il reçoit le prix pour l'acteur principal, l'actrice principale, c'est pour tout le monde quelque part, c'est pour toute l'équipe, c'est pour tous les acteurs. Le prix de la musique aussi m'a fait énormément plaisir, parce qu'il y a un travail comme ça très sensible sur la musique dans le film, sur d'un côté une composition originale et sur une manière de revisiter tout cet imaginaire, je vais dire, sentimental arabe à travers les chansons de Mohamed Abdel Wahab, de Abdel Halim Hafed, etc. Donc c'est vrai que ça fait énormément plaisir. Ça fait aussi plaisir parce que c'est dans mon pays, c'est au Maroc. Il faudrait signaler que mes films avant n'ont presque jamais rien eu au Maroc. Alors qu'ils étaient primés à l'extérieur. Donc c'était je ne sais pas comment dire ça, une espèce de signal d'affection qui vient. Ça vous avait, le fait que vous n'ayez jamais reçu de prix ou pas beaucoup au Maroc avant, ça vous a vu... Enfin, on le vit toujours un peu étrangement, parce qu'on finit par dire c'est pas grave, personne n'est prophète dans son pays, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça faisait un peu étrange d'avoir été quand même... je veux dire, il y a plein. Je veux dire, la Falaise avait eu un tout petit prix qui est un premier court-métrage qui, à l'époque, avait, c'est vrai, cartonné dans les festivals internationaux. Il faut bien signaler, quand il a eu 23 prix, à une époque, il n'y avait pas beaucoup de festivals. Aujourd'hui, il y a une espèce de mode de festival. Il faut le voir au Maroc, mais ailleurs, il y a beaucoup de festivals. Donc un film peut gagner beaucoup plus de prix, alors qu'à l'époque, les festivals étaient qualitatifs, étaient peu. Voilà, exactement. Donc c'était 23 prix à l'époque, était énorme.
Donc du coup, c'est vrai qu'après Le Mur, qui était un film qui a été primé à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, n'a rien eu. Trajet, qui a été primé, qui était en compétition officielle à Venise, qui a eu le prix du jury, n'a rien eu. 1000 mois, qui a été primé doublement à Cannes, n'a rien eu. Et à un moment donné, c'est vrai que, il faut le dire, que je ne le vivais pas. Bon, après ça va, mais je ne le vivais pas très bien, sincèrement. Est-ce que vous pensez justement que le fait que vous ayez reçu une pluie de prix pour votre film Volubilis, c'était une façon pour le cinéma marocain de se rattraper en quelque sorte? Non, je ne crois pas, parce que franchement, le jury était Si très... le film est très bon, Ouais, évidemment. j'espère, Mais voilà, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression aussi que le jury était très intègre et très studieux, très sérieux. Donc je ne pense pas que cette donnée-là, elle est très personnelle. Je ne pense pas que cette donnée était mise en perspective des prix. Alors tout d'abord, pourquoi avoir choisi de donner le nom d'une cité antique à votre film? Oui, alors il y a deux premières raisons comme ça. La première, c'est qu'il y a une scène comme ça, très charnière dans le film, où c'est les derniers bonheurs du couple. Parce que je vais rappeler que dans l'histoire, arrive un incident sur le lieu de travail d'Abdelkader et la vie du couple va basculer totalement. Le film part dans quelque chose de très noir après. Et donc du coup, c'est vrai, il y a une visite comme ça qu'ils font à cette magnifique ville antique romaine Volubilis, qui est une sortie très populaire quand on habite Meknès, etc. C'est-à-dire le bus va à Volubilis, donc ce n'est pas une sortie qui demande beaucoup d'argent. Donc ils vont là et d'un seul coup pour moi, mes personnages qui vivent des choses très simples, très quotidiennes, sont des personnages comme ça, très ordinaires, se connectent avec une dimension, je dirais, tragique, avec une certaine littérature, avec le mythe, si je peux dire. Donc j'aime bien que mes personnages comme ça prennent une dimension qui les porte et qui les met très 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 haut. Et Volubilis, c'est aussi le nom d'une fleur. Et donc c'est vrai que ce film comme ça, sur cette femme, Malika, très belle, très épanouie, et qui va sauver son homme dans le film. Alors dans le film, vous dénoncez aussi tout ce monde qui est régi par la finance. Vous parlez de cette masse populaire qui rêve en fait juste d'une vie décente, c'est-à-dire d'un toit, d'une nourriture, d'une santé, d'une éducation. Mais ce qui rend votre film plus intéressant, je trouve, c'est cette histoire d'amour vous traitez ça, mais à travers une histoire d'amour, et on voit vraiment l'impact dans la vie intime des gens. Et c'est ça qui rend votre film intéressant. C'était voulu? Oui, c'est vrai. Il y a deux choses. Il y avait l'envie. On fait des films avec des paris. C'est-à-dire, c'est un pari. On le gagne pas. Bon, voilà. Mais un des paris était de dire, j'aimerais bien faire la grande histoire d'amour du cinéma marocain. De faire la love story très belle, très forte, qui nous fait aimer l'amour, si je peux dire. Moi, je pense profondément que le cinéma nous apprend à aimer. Le cinéma a appris à plein de générations de dire les mots d'amour, d'avoir les gestes tendres, amoureux. C'est-à-dire que moi j'adore ce rapport où le cinéma a appris aux gens d'aimer, c'est-à-dire que les gens aimaient comme ils voyaient les acteurs et les actrices s'aimer. Et donc je voulais se connecter avec ce cinéma-là, ce cinéma arabe aussi, ce cinéma égyptien des années 60, 50, 70, avec lesquels on a grandi. Et donc du coup, comment filmer le geste et que ce soit crédible, que dire je t'aime soit crédible, soit beau, soit magnifique. Donc il y a ça, c'est vrai. Et la deuxième chose, c'est que ça ne m'intéresse pas de faire un film avec des messages. Ça ne m'intéresse pas de faire un film manifeste. Un documentaire. Voilà, exactement. Donc du coup, ce qui m'intéresse, c'est quel est l'impact, comme vous l'avez bien dit, sur l'intime. Comment la finance, l'économique, le politique occupent nos vies, concrètement occupent notre intimité. C'est-à-dire que moi, pas qu'au Maroc, même quand j'ai présenté le film ailleurs, j'ai eu aussi des témoignages de gens qui me racontaient comment les vagues de licenciements que connaît l'Europe fait que des couples se sont écroulés, se brisent, des familles en fait, avec des enfants, etc. Mais cette fibre sociale, c'est vrai qu'on la retrouve chez vous souvent. Vous dites souvent que vous êtes du côté des laissés pour compte
Qu'est-ce qui inspire réellement votre film? C'est ça? C'est des gens que vous rencontrez dans la vie de tous les jours peut-être? Oui. Ou c'est des histoires que vous connaissez déjà ou... C'est-à-dire ça part de gens, de personnes rencontrées, vues, mais une attitude de quelqu'un dans la rue, une manière d'être debout, de regarder quelque chose, de s'asseoir, de ne pas s'asseoir, de sortir d'une voiture, d'attendre le train, d'attendre une femme. Et elle qui vient, la manière de se dire bonjour, la manière de s'embrasser ou se donner la main, etc. Tout ça, au-delà même de rencontrer quelqu'un qui me parle, même ça peut m'inspirer. Et puis peut-être des fois aussi rencontrer des gens qui te racontent des choses. Et après, tout ça passe par une espèce de machine comme ça, que je ne contrôle pas, qui fait que ça ouvre la fenêtre à une histoire possible. Par exemple, je vais dire que Mort à vendre est né quasiment d'une après-midi d'automne à Tanger sur la plage où j'ai vu 3 garçons se tenir et regarder la mer. 3 garçons. Oui, exactement. Et ça va se retrouver avec les 3 garçons de Mort à vendre, par exemple. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas exactement d'où viennent les films et d'où viennent les histoires. C'est une espèce de pays imaginaire comme ça qui existe quelque part et duquel viennent les histoires. Mais je crois moi à ces connexions-là et je crois au fait aussi que dans l'absolu et à la fin, rien n'est un hasard dans l'invention des histoires et des films particulièrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi des notes qui étaient juste écrites par-ci, par-là, se retrouvent et inventent une histoire. Et je dirais que même le film lui-même, à un moment donné, en le faisant, on sent souvent à un moment du tournage, ça dépend, c'est pas forcément le premier jour ou le deuxième ou le 20e, mais moi j'ai à un moment donné le sentiment, je le sens de manière irrationnelle, que le film existe indépendamment même de moi. Et que tout ce qui arrive du coup, à partir de ce moment-là où ce déclic arrive, tout ce qui arrive au film, d'une manière ou d'une autre, le sert. Même des accidents, même des choses un peu malheureuses, je veux dire, sur le tournage, même des choses qu'on n'arrive pas à faire, etc. Et bien finalement, il y a, moi j'y crois, une espèce de force comme ça, invisible, plus forte que nous tous, et qui fait que le film est une identité à part ou une personnalité à part. Vous avez dit dans une interview que nous vivons dans une époque médiocre, qu'il y a beaucoup de conservatisme aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, qu'il y a une montée de violence, de médiocrité, les libertés reculent, etc. Vous maintenez vos propos ? Oui, franchement, je crois que... souvent, je ne voulais pas être dans une espèce de nostalgie à un autre temps, etc. À ce moment, je me suis dit, mais fais attention, peut-être que tu n'arrives pas à voir les choses, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, peut-être, l'humanité a connu aussi à des moments voilà, dans l'histoire qui étaient médiocres, des moments moins intéressants. Et puis, je crois, moi, à la force de l'homme de s'en sortir, et on va s'en sortir. Mais quand même, je vais dire, il y a même une cohérence dans cette médiocrité. C'est-à-dire qu'entre la télé-réalité qui a envahi la télévision, entre une certaine utilisation des réseaux sociaux, entre l'espèce de... je dirais, d'addiction totale aux petits écrans, etc. Il y a quelque chose quand même dans l'absolu où ce qu'avait prédit Andy Warhol sur arrivera un jour où chacun aura son quart d'heure de célébrité. Ça, par exemple, je veux dire, n'en parlant que de ça, par exemple, c'est-à-dire qu'un d'un seul coup, c'était une espèce de facilité à occuper la scène et à ne l'occuper presque pas par le travail, mais par le buzz et la présence quasi quotidienne partout, dans tous les médias, dans tous les réseaux sociaux, etc. Et que cela invente des personnalités suivies par des millions de gens, adorées. Mais quand on adore des gens parce qu'ils font un travail, d'accord, moi, qu'on soit fan de Mozart, si je veux dire, ou de cinéastes, je ne sais pas moi, ou de Fellini,
ou d'auteur, ok, d'accord. Mais de Sina, par exemple. la Voilà, chanteuse. mais oui, et les Kardashians, etc., et tout ce qui y ressemble, je trouve ça quand même est un signe de décadence. Alors en fait, Fawzi, on vous connaît à travers vos films, on connaît ce que vous faites, donc comment vous travaillez avec vos films, on connaît votre carrière par cœur et tout, mais on ne connaît rien de votre vie privée. Moi, je ne connais pas qui est Fawzi en fait. Qui est Fawzi, le papa peut-être, l'époux, l'homme qui marche dans la rue. Vous êtes qui? Oui, alors consciemment et volontairement voulu garder ma vie privée pour moi. Je sais, encore une fois, qu'on est dans une époque où l'exposition de sa vie personnelle fait partie du tout, un peu. Et bon, voilà. Et les gens, je veux dire, mangent un pain au chocolat, le photographient. Non, mais on ne va donc pas voilà. vous demander ce que vous avez mangé ce matin. Mais parfois, juste connaître quelques grandes lignes de la vie d'une personne qui fait de l'art, ça peut aider à comprendre aussi l'œuvre. Enfin, Oui, c'est vrai, exactement. Ça, je suis d'accord. Par contre, c'est vrai que par moments, la vie personnelle peut éclairer. Mais je pense, moi, j'aimerais en tous les cas que l'œuvre se suffise à elle-même. Et que les gens, peut-être, n'ont pas besoin de connaître des choses de ma vie pour connaître mon travail. Et que je pense que je suis ce que sont mes images, en tous les cas. Si on veut me connaître, il n'y a qu'à voir mes films. Je suis sûr et certain. Parce que moi, je crois profondément que le médium du cinéma est un médium extrêmement sensible et très très transparent et que on connaît tout d'un réalisateur si on regarde ses films. Et on peut même vouloir être féministe et par exemple et faire des films féministes, mais si on regarde profondément comment les choses sont filmées, etc., et si on ne l'est pas, peut-être qu'on fait un film misogyne sans se rendre compte. Et donc, je veux dire qu'on ne peut pas tricher avec la forme au cinéma. On ne peut pas tricher. non, parce qu'on peut se demander ce que vous avez vécu dans votre vie pour faire des films aussi beaux. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai vécu dans une ville, je crois, qui a façonné mon regard. J'ai vécu dans une famille où j'ai reçu beaucoup d'amour et beaucoup de compréhension aussi. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas vécu, par exemple, la position négative vis-à-vis du choix. J'ai choisi très vite de faire le cinéma. Ma famille ne s'est pas opposée. J'ai beaucoup de collègues, que ce soit pour devenir acteur ou même travailler dans le cinéma. À l'époque, maintenant ça a changé, où c'était vraiment inimaginable pour les familles. Il y a beaucoup de choses comme ça. J'ai vécu des choses aussi très romanesques aussi. Moi, quand je pense à ma vie, à la vie de ma famille, à ma vie, je me dis, en tous les cas, ayant vécu ça, je ne pouvais que raconter des histoires quelque part. Donc il y a des choses sur lesquelles peut-être un jour il va falloir en parler. Ce côté-là, oui, par exemple. C'est peut-être il y a des pans entiers de ma vie et de ce que j'ai vécu. Ça, c'est vrai. Là, par contre, je vous rejoins, où j'étais, je veux dire, dans la tragédie et la comédie tout le temps, quoi. Donc, du coup, mais ça va demander du temps. Il va falloir qu'on fasse 4 épisodes de l'émission pour que je parle de ça. Je peux dire, par exemple, que moi, enfant, je voulais devenir inventeur, par exemple. Ah ouais. Et donc, du coup, c'est vrai, j'inventais tout le temps des conneries, des trucs, une voiture qui roule avec un voile, par exemple. J'avais construit un truc comme ça, avec des roues et un truc, et qu'on le vent souffler, des petites choses comme ça. Mais quand j'ai switché, mais très tôt aussi, vers 12 ans, vers l'envie de faire du cinéma et donc vers le théâtre, je crois que cette envie d'inventer s'est exprimée, par exemple, dans la créativité, par exemple. Ça, c'est vrai que peut-être c'est une clé de quelque chose. C'est-à-dire, même en se disant, je vais devenir scientifique, je vais devenir inventeur, profondément, je n'avais pas encore trouvé la voie et que la vraie voie était inventer des mondes, en fait. Parce que c'est ce que j'essaie de faire, que ce soit dans mes films ou avant dans le théâtre. Ce qui m'intéresse, c'est inventer un monde, en fait. C'est-à-dire que quand on vient ici et que je filme, le choix de filmer par-ci, par-là ou par-là ou par-là, ça correspond à un monde intérieur que j'ai envie de voir. Et c'est ce qui peut-être fait que les films ont une touche ou une originalité. Et je le dis sans prétention, mais j'ai l'impression aujourd'hui que je peux me permettre, avec le recul, qu'il y a quelque chose
il y a quelque chose qui vient de ce monde intérieur, ça c'est Monde vrai. intérieur. On va finir cette émission sur ces jolies paroles. Juste on rappelle pour les gens donc, qui veulent voir le film, il ne sort pas bientôt, il sort dans... Ouais, fin septembre, début octobre. Il Fin faut septembre, l'attendre début fin octobre. septembre, début octobre. Merci beaucoup Fawzi. On vous retrouve très bientôt peut-être. Oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.